Qui a organisé la tentative d'assassinat contre Trump? Pourquoi est-ce que le tireur a-t-il été abattu alors qu'on pouvait l'arrêter vivant? Les services secrets sont-ils de mèche? À qui profite le crime? À ces questions répondra celui que vous aimez tous et que vous adorez, Alexis Cossette-Trudel, le spécialiste québécois de Trump. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la lettre d'information de Géopolitique Profonde. Et ce mois-ci, le général Delawarde, Jean-Maxime Corneille, Laurent Ozon, Andy Boussaglia et Philippe Erlin, mais surtout Gérald Delawarde. Alors là, il revient, il fait un comeback, il fait un excellentissime article. Allez-y, abonnez-vous, cliquez sur le lien sous la description et allez-y, il faut s'abonner. Alors, je suis très, très, très content de recevoir notre ami Alexis Cossette-Trudel. On est en direct du Québec. Voilà. Il a évidemment des thèses qui pour le coup sont excessivement intelligentes, excessivement fouillées et enquêtées, et on va l'écouter ce soir. Bonsoir cher Alexis, comment ça va? Bonsoir Mike, comment allez-vous? Très bien, en tout cas le mur est très joli derrière. Oui. Je suis pas dans le studio, alors on fait avec. Bon, alors, cher Alexis Cossette-Trudel, vous avez pu voir ce qui se passait, cet événement mondial. D'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je me suis réjoui immédiatement. C'est étrange, mais je me suis réjoui immédiatement. Quand j'ai lu les courriels, les gens m'écrivaient, j'ai eu peur instantanément, mais quand j'ai vu que c'était finalement que c'était raté, et j'ai tout de suite compris le potentiel de l'événement, et là je me suis réjoui, j'ai appelé mon fils et j'ai dit c'est terminé, l'élection est gagnée, et puis ça me semblait, encore une fois, ça m'a semblé, je savais instinctivement, connaissant les gens qui sont derrière Trump, etc., que cette tentative d'assassinat ne s'était pas produite de la façon dont on la décrivait, qu'elle devait avoir été redirigée et maquillée par le président Trump, et que finalement, afin finalement de la rendre inoffensive et d'en tirer une utilité. Et finalement, elle prouve toutes ses thèses, hein? C'est-à-dire que Trump a passé presque les 10 dernières années à essayer de démontrer que les agences de sécurité étaient corrompues, que le système de justice avait un double standard, à montrer en fait au peuple américain le marais, etc., et qu'il était une victime avec cette histoire de collusion avec la Russie. On disait il s'est présenté comme une victime d'une chasse aux sorcières, et après ça, il y a eu ces procès, les fausses accusations, les impeachments, et ça vient comme la cerise sur le sundae, comme on dit au Québec, confirmer tous ces propos et finalement valider non seulement tout son propos sur la corruption des institutions, l'État profond, etc., mais également faire de lui une personnalité exceptionnelle, pratiquement un sauveur, une personnalité providentielle. C'est ce qu'il a essayé de faire. J'ai décrit ça depuis toutes ces années, je décris ça. Il se présente comme ça, et donc cet événement est du pain béni pour Trump et les patriotes.
Et c'est pour ça que je me suis réjoui. On peut aller dans les détails, là, mais initialement, j'ai compris que ça n'avait que la thèse de la brèche de sécurité n'avait aucun sens et que Trump en tirait tous les bénéfices. Malgré tout, au début, vous avez quand même eu peur. Ben oui, assassinat sur Trump, là, tu regardes, et puis il s'en quelques secondes, et puis finalement, on voit qu'il s'en est tiré. Après ça, on prend le sens de l'impossibilité de la thèse de la brèche de sécurité et aussi tous les bienfaits qui en découlent. Alors, et donc, c'est un coup magistral des patriotes, comme ce à quoi on a été habitué au cours de toutes ces années, c'est-à-dire Trump a toujours orchestré les conflits et les situations difficiles dans lesquelles il était. C'est-à-dire que j'ai expliqué dans de nombreux web-journaux de quelle façon toutes les trahisons autour de lui, c'est-à-dire ses conseillers qui lui plantent des couteaux dans le dos, etc., qui l'accusent de trahison, toutes ces fausses chicanes sont orchestrées par Donald Trump lui-même. Et il n'est jamais menacé par les gens qui l'accusent. Il a lui-même orchestré sa mise en accusation lors de l'impeachment. C'est lui qui a coulé la fausse conversation téléphonique à une taupe de l'État profond sur son National Security Council. Eric Ciaramella notamment. Et donc, il a lui-même orchestré sa mise en accusation lors de l'impeachment. Et il fait ça. Et donc, il fait ça de façon récurrente. Il se met en situation difficile. Et donc, il alimente aussi toute cette histoire. Il a alimenté lors des élections et par la suite cette histoire de chasse aux sorcières. Et donc, il se présente, il déploie de gros efforts pour se présenter comme la victime afin d'en tirer tous les bénéfices. Donc, ce que j'ai vu ici avec cette tentative d'assassinat, entre guillemets, c'est la continuité de tout ce qu'il a fait depuis 10 ans, c'est-à-dire non seulement sur cette question de victimisation, de chasse aux sorcières, etc., mais aussi sur la question de la corruption de l'État profond et sur lui comme le seul homme de la situation, le sauveur pouvant réellement changer les choses. Alors, pourquoi la brèche de la sécurité aurait été impossible? Voilà. Alors, ça, c'est l'élément essentiel. Essentiellement, les gens qui pensent qu'il y a eu une brèche de sécurité croient à l'événement, alors que je préférais, si quelqu'un peut me montrer l'image de Mike, je préférais m'adresser à Mike directement à l'écran pour voir mon image. Voilà. Alors, donc, la brèche de sécurité, c'est ça. Essentiellement, ceux qui croient qu'il y a eu une brèche, ceux qui pensent qu'une brèche de sécurité est possible, croient que c'est un événement, qu'il y a eu réellement un tireur et que l'événement s'est produit tel qu'il est décrit par les médias et qu'il est conçu par l'ensemble de la planète, alors que lorsqu'on comprend qui est derrière Donald Trump et les forces qui sont en mouvement depuis 2015, depuis 2016, depuis qu'il s'est présenté à la présidence, on comprend que aucune brèche de sécurité n'est possible. C'est l'homme le plus protégé de la planète. La présidence de Donald Trump vient suite à des menaces graves à la sécurité nationale par notamment l'administration Obama. Et les généraux dans les forces, dans les forces armées américaines sont venus chercher Donald Trump et c'est une présidence militaire. Il s'est entouré de généraux depuis le début et s'est attaqué directement à l'État profond. Donc, il a fait beaucoup plus que JFK. Et la menace est donc, depuis qu'il s'attaque à l'État profond, la menace est extrêmement crédible, réelle. Et c'est la raison pour laquelle on a donné des garanties de sécurité à Trump et à sa famille, c'est-à-dire qu'il est protégé par 3 cordons de sécurité. Et là, quand on parle de cordon de sécurité, on ne parle pas de la petite grosse qu'on a vue avec les lunettes fumées, incapable de se déplacer et de ranger son fusil. Là, ça, c'est pas ça. Quand on parle de sécurité garantie pour Donald Trump, on parle d'anciens de la JSOC, le Joint Special Operations Command, la Delta Force, DevGRU, ce qu'on appelle SEAL Team 6. Il est protégé par lorsqu'il se présente dans une situation comme ça à l'extérieur, il y a des drones au-dessus qui survolent, qui vérifient tout ça. On a vu d'ailleurs Dan Scarvino, son directeur des communications, a montré que même à bord de son avion Trump, son avion de personnel Trump, il est escorté par des chasseurs de la Air Force. On voit ses convois. Donc, c'est l'homme le plus protégé probablement du monde. Et ces gens-là, donc, ce sont des spécialistes de la sécurité. Et cette histoire de brèche de la sécurité ne sert qu'à finalement renforcer le narratif qu'on veut faire avaler aux gens.
Hein? On sait quand on sait comment fonctionnent les services de sécurité aux États-Unis. Vous savez, ils sont sur tous les réseaux sociaux à surveiller qui dit quoi. Ils infiltrent les groupes radicaux. Ils sont capables d'empêcher des attentats avant même qu'ils se produisent. Et donc, de penser qu'un jeune de 20 ans comme ça ait pu alors que les forces, je veux dire, les services de sécurité, les services secrets savaient qu'il était là, etc. Donc, en plus de ça, ils étaient au courant. Et la population avait même pointé du doigt, avait montré sur le toit. On a vu beaucoup de vidéos de gens qui avaient averti les services secrets et tout ça. Et donc, les services secrets étaient au courant. Les forces, comme je dis, les anciens, les forces spéciales autour de Donald Trump, étaient au courant et donc ils ont l'événement, on a laissé, de toute évidence, on a laissé l'événement se produire afin de le récupérer. Maintenant, parce qu'il y a une utilité à ça et Trump, j'ai montré qu'à de nombreuses reprises, Trump n'arrête pas les actions contre lui. Il fait du judo, il fait de l'aïkido, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas le mouvement, il le redirige à son avantage. Il l'a fait de plusieurs façons, notamment avec l'impeachment. À chaque fois que les démocrates tentent quelque chose contre lui, il redirige le mouvement et l'utilise à son avantage. Et c'est ce qu'il a fait ici. Donc, tu sais, tu parles de brèche de sécurité. Et c'est exactement ce qu'on disait pour le 11 septembre. Il y a eu une brèche de sécurité incroyable. Et puis, là, alors qu'on sait maintenant, si on a un peu de perspicacité, qu'ils étaient totalement au courant qu'il n'y a pas eu de brèche de sécurité. Même chose avec le 7 octobre en Israël. Au début, on disait, il y a eu une brèche de sécurité, c'est incompréhensible. Et là, je disais au début, c'est impossible de passer ce mur-là. C'est la frontière la plus sécurisée au monde. Et là, finalement, on sait finalement, ils étaient au courant qu'ils étaient au courant des semaines, des mois à l'avance qu'il n'y a pas eu de brèche de sécurité. Et donc, cette histoire de brèche de sécurité, même chose avec Pearl Harbor. On dit que les Américains ne savaient pas, ils ont été pris par surprise, alors qu'ils avaient déjà cassé le code japonais, ils savaient très bien qu'est-ce qui allait s'en venir. Ils avaient retiré leur nouveau bateau, ils avaient réduit la DCA à Pearl Harbor, donc ils voulaient cette attaque. Et donc, ces histoires de brèches de sécurité, c'est du pablum pour les gens qui... Ça, en gros, c'est bidon, quoi. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont laissé, c'est-à-dire que les services ont laissé ce jeune de 20 ans monter sur ce toit, quoi. Ils ont effectivement, oui, de toute évidence, ils ont laissé Quand on comprend que les gens qui vont dans les rallyes de Trump savent que, j'ai parlé à plusieurs personnes, savent que rien n'est laissé au hasard. Et là, de penser que toute cette zone-là, je ne sais pas si vous avez regardé une carte de la place, là, c'est comme s'il y a un ensemble complet d'édifices avec des toits a été laissé complètement sans surveillance. Premièrement, il y a des drones qui survolent. Okay? C'est automatique. Et de penser qu'on a laissé quelqu'un monter sur le toit et que personne ne l'a vu et que ce sont juste les personnes dans la foule qui l'aient vu, c'est absolument ridicule et loufoque comme il a été vu. Ça a été laissé, on l'a laissé opérer. L'événement a été fort probablement redirigé et maquillé afin de le rendre inoffensif et utile à Donald Trump. Oui, parce que normalement, parce que normalement, sur ce toit-là, il y aurait dû avoir des snipers de la police ou des services, etc., quoi. Ça ne pouvait pas être un toit qui est vide de sécurité. Si vous avez été à des événements comme notamment à Ottawa, ici, lors du convoi des camionneurs, on était à Ottawa devant le Parlement, tous les toits étaient occupés par de la police, la GRC, etc., les services secrets, il y avait des tireurs d'élite sur les toits. Et là, on pensait que l'homme le plus menacé de la planète, celui qui s'attaque à l'état profond, se retrouve sans sécurité comme ça. On laisse une zone non sécurisée. C'est inconcevable, d'autant plus qu'on sait que, c'est ça, c'est-à-dire que tout ça s'inscrit dans le cadre d'une crise de la sécurité nationale qui dure depuis Obama. Trump est arrivé à la présidence, est entouré de généraux qui lui ont donné des garanties. Il y a 3 cordons, j'ai expliqué, il y a 3 cordons de sécurité autour de Trump, contrairement aux autres présidents. Et aussi, en gardant à l'idée le fait que nous sommes dans un programme de continuité de gouvernement, c'est-à-dire que il y a très peu de personnes en Europe qui ont suivi le dossier, mais en 2018, Trump a signé un ordre exécutif, l'ordre exécutif 13818, qui accorde des pouvoirs extraordinaires à l'armée, essentiellement, pratiquement une suspension de la Constitution,
en cas de vol des élections. C'est exactement la thèse de Donald Trump. L'élection a été volée et donc c'est ça. L'ordre exécutif 13-818 met en place les bases d'un programme de continuité de gouvernement. Et il y a aussi, au début de la pandémie, au mois d'avril 2020, signé 7 programmes spéciaux de continuité de gouvernement en cas d'attaque, en cas d'attaque sur le territoire américain, avec de la COVID notamment. Et c'est précisément ce qu'il a dit. Il a dit, nous sommes en guerre, nous avons été attaqués, etc. Et donc, il ne fait aucun doute, si on a suivi les événements de 2020, que ce programme de continuité de gouvernement-là est mis en branle. Joe Biden a re-signé à 3 reprises l'ordre exécutif 13-818, ce qui montre que Joe Biden est sous tutelle d'une certaine façon de Donald Trump. Et donc, sachant qu'on est dans un programme de continuité de gouvernement, de penser que les services secrets ne sont pas couverts par l'appareil de sécurité autour de Donald Trump, c'est complètement loufoque. Mais alors, du coup, il a réellement été blessé, Donald Trump? Ça, j'en ai aucune idée. En fait, j'aurais tendance à dire que non. Et en ce qui concerne la personne qui est décédée, je vais juste... il y a eu... Quelque chose s'est passé. En fait, il semble y avoir eu plusieurs tireurs. C'est-à-dire le pompier, on parlait du pompier, là. Ben, la personne décédée, c'est le pompier. Voilà, c'est ça. Exactement. En ce qui concerne le pompier, on remarquera que 72 heures plus tard, Donald Trump n'a toujours pas appelé la famille pour présenter ses condoléances. Ah bon? Toujours pas? Et ça, c'est très inhabituel pour Donald Trump. Normalement, il aurait eu la courtoisie d'appeler immédiatement pour offrir ses condoléances, etc. Qui était ce pompier-là? Est-ce que c'était le 3e tireur? Est-ce qu'on le saura jamais? On le saura probablement jamais. Parce que c'est quoi votre thèse? C'est quoi votre thèse, en gros? C'est que ce jeune n'a pas tiré? Quelle est la thèse exacte, d'après vous, mon cher Alexis? C'est difficile. En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs tireurs. Il y a 3 témoins qui disent qu'il y avait un 2e tireur sur la réserve d'eau, la water tank, là, qui était placé plus élevé, etc. Et donc, il y a eu des tireurs de plusieurs positions et il y a eu des tirs et contre-tirs. Ça, on saura probablement jamais exactement ce qui s'est passé. Il est certain que ce garçon n'a pas agi seul. Il est certain que les forces de sécurité autour de Donald Trump l'ont laissé opérer en redirigeant l'événement. Faisant en sorte, en neutralisant, je pense, et la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas eu de balle sur Donald Trump, c'est que, étant donné que la thèse de la brèche de sécurité est impossible, on n'aurait jamais laissé ce jeune tireur-là tirer sur Donald Trump. On n'aurait jamais pris la chance de lui donner un coup de feu sur Donald Trump, sachant que Trump est protégé, etc. Donc cette idée-là qu'il a réellement tiré une balle sur Donald Trump, je la conteste. Je ne pense pas que c'est le cas. Mais qu'est-ce qu'il a fait, du coup, ce jeune? Je ne sais pas exactement. On va continuer à réfléchir, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il a tiré? Est-ce que l'arme est-ce qu'on lui a fourni une arme? Est-ce que l'arme comportait des balles à blanc? Est-ce que je ne sais pas. Est-ce que le fait, comment vous expliquez le fait qu'il ait été abattu? Mais il avait l'intention de mener à bien son acte. Mais je pense qu'il a été neutralisé. Je pense que c'est-à-dire que l'événement était censé se produire, mais a été neutralisé et a été redirigé au bénéfice de Donald Trump. Alors, comment on peut expliquer sur les photos, vous avez vu, il y a une genre de trace de balle. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Ouais. Est-ce que c'est par exemple, s'il tire des balles à blanc, est-ce que c'est un 2e tireur? Est-ce que c'est un 2e tireur qui tire une balle à 3 pieds de la tête de Trump, une balle en plastique pour avoir ça? J'en ai aucune idée. Mais à partir du moment où on sait que Trump est l'homme le plus protégé de la planète, qu'il s'inscrit dans le cadre d'un programme de continuité de gouvernement, d'attaque contre l'État profond, que d'aucune façon les forces de sécurité auraient laissé une menace comme ça s'approcher du président à partir de ce moment-là. Le reste de la réflexion coule de source. Et donc, il y a des choses qui sont impossibles à partir de ce moment-là. À partir du moment où la thèse de la brèche de sécurité est impossible, puisqu'on sait que Donald Trump contrôle les services de renseignement et que les gens qui l'entourent, ce sont des anciens du Joint Special Operations Command, etc., et qui n'auraient jamais laissé ça, que ce sont des patriotes. À partir du moment où on comprend où ça n'est pas possible, eh bien, il y a un certain... Le tir de la balle de
ce tireur-là est aussi impossible. Le tir de la balle qui frôle le président, selon la théorie officielle, là, c'est-à-dire qu'un millimètre à gauche, il n'y a pas grand-chose qui se passe et on l'a manqué et Trump n'est pas le héros. C'est juste on l'a manqué. 1 millimètre à gauche, c'est terminé. Et donc, il y a à peu près une chance sur 1 million pour que Trump devienne la légende et que ce soit exactement ça qui se soit produit et qu'il ait raison finalement, qu'il devienne inarrêtable et qui, tu vois, les effets sont tellement... Il y a une chance sur 1 million qu'il obtienne tout ce qu'il souhaite depuis le début de son activité politique. Il obtient, avec cet événement-là, il est validé sur tous ses arguments et il décuple son pouvoir politique et il devient une légende, ce qu'il a toujours souhaité, avec une chance sur 1 million d'un événement qui est totalement improbable à cause de l'impossibilité de la brèche de sécurité. Et donc, juste au niveau des statistiques et de la raison factuelle, l'événement tel qu'il est décrit est impossible. À partir de ce moment-là, je ne peux pas tout expliquer. Mais alors, du coup, quelle était la situation de Donald Trump avant cette action-là? Est-ce qu'il était malgré tout le favori ou peut-être Joe Biden ils étaient à 50-50 entre lui et Joe Biden? Non, c'est que je pense que Joe Biden n'a jamais été le candidat et finalement, Trump se positionne face au prochain. C'est-à-dire que Joe Biden risque d'être changé? Oui, il n'y a d'aucune façon Joe Biden, si on se rend, non, d'aucune façon Joe Biden ne se rend au fil d'arrivée. Je pense que ça a toujours été, Joe Biden a été sélectionné en 2020 parce qu'il était faible et qu'il était remplaçable. Joe Biden était le pire candidat. J'ai expliqué que Joe Biden était le pire candidat de l'histoire des présidentielles américaines et que la seule raison pour laquelle il avait été choisi, c'est qu'il était remplaçable. C'est comme un vieil homme frêle qu'on peut jeter à la dernière minute et le remplacer par une candidature vedette. Dans ce qu'on appelle en politique américaine un October Surprise. Alors, vous avez parlé de 3 tireurs. Pourquoi 3 tireurs? Ben, je veux dire, il y a 3 témoins qui ont témoigné à la télévision américaine en disant qu'il y avait un deuxième tireur sur la réserve d'eau, là, le water tank. Il y avait un deuxième tireur qui vient de là, plus un ambassadeur américain, l'ambassadeur, je pense, aux Nations Unies pour l'agriculture, quelque chose comme ça. C'est un nom court, là, Kim Todd ou quelque chose comme ça, qui a dit à plusieurs personnes qu'il y avait un deuxième tireur. Donc, et dans ces événements-là, vous comprenez que là la thèse officielle, c'est comme si on est comme le lendemain de l'assassinat de JFK et on pense tous que Lee Harvey Oswald a agi seul. Des tentatives d'assassinat de président sont toujours extrêmement complexes. Et même lorsque vous voyez par la nature de l'acte, il faut que ce soit bien camouflé, il faut que ce soit complexe, il faut que ce soit des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, des complots dans des complots dans des complots. Et donc, c'est extrêmement complexe à analyser. Mais là, présentement, tout le monde réagit à cet événement comme si c'était un garçon de 20 ans qui avait déjoué la sécurité la plus solide sur la Terre, avec des anciens des forces spéciales américaines et tout, autour de Trump, avec les garanties d'un président, une présidence militaire et qui avait déjoué les drones, etc., qu'un jeune garçon sans expérience, qu'on avait laissé toute cette zone-là sans surveillance et que le jeune avait pu tirer. Cette thèse-là est complètement loufoque. Et dites-moi, comment vous expliquez après voilà, la service de sécurité qui arrive, et puis Trump qui le poing levé, qui dit fight 3 fois. Ouais, ça, c'est quoi? C'est son côté showman à Trump? Ça, c'est quand je dis qu'on récupère l'événement, c'est ça. C'est-à-dire que étant donné que je suis persuadé, et les personnes dans les services de renseignement sont probablement sur la même ligne que moi, à savoir que cet événement-là, ce tireur-là était certainement connu et que ce qui allait se passer était certainement connu et donc que cette action-là était aussi prévue après l'événement, c'est-à-dire qu'on récupère l'événement, on le laisse se produire, on le neutralise, on rend inoffensif et puis après ça, on le récupère. Et c'est la raison pour laquelle il sort comme ça et aussi que les agents le laissent faire ça. Ça brise tous les protocoles. Normalement, c'est la tête par en dessous comme ça et on sort, on se sauve et là, on le laisse sortir.
sans même savoir s'il y avait un deuxième ou un troisième tireur. Dans les cas où on tente d'assassiner un président, il y a toujours un deuxième et un troisième tireur pour être certain que ça fonctionne. Si le premier manque, il y a le deuxième qui réussit. Si le deuxième manque, bien, il y a un troisième tireur. Et là, on entend les gens des services secrets dans les radios dire shooter down, et là, ils le lèvent, mais ils sont tous entraînés à réagir à un deuxième et un troisième tireur. Et donc, ce moment où on le laisse sortir comme ça, la tête, le tronc, etc., ouvert à une deuxième... Tu sais, il aurait pu avoir un tireur, Mike, il aurait pu avoir un tireur à 1 kilomètre ou même à 2 kilomètres au centre-ville de la ville de Butler, sur un clocher à 2 kilomètres, il aurait pu avoir un tireur. Comprends-tu? Bien sûr. Et donc, surtout que c'est des armes, ils ont des armes à longue portée, donc voilà, on peut tirer à plusieurs kilomètres. Les tireurs d'élite peuvent tirer à 2 kilomètres. Et donc, le laisser s'exposer comme ça, c'est-à-dire que c'était clair que la situation était maîtrisée de A à Z. Encore une fois, si on y va par la logique, là. Il y a des trucs qu'on peut pas expliquer, on peut pas tout expliquer, mais par la logique, c'est-à-dire que c'est pas vrai que les services secrets vont faire ce qu'ils ont fait en disant le tireur a été abattu. Il y a toujours une possibilité de deuxième ou troisième tireur. C'est pour ça qu'on prend pas de chance et on exfiltre immédiatement. Tous les services de sécurité opèrent de la même façon. Et là, on le laisse lever la tête, sortir le poing. C'est parce qu'on sait que non seulement ce tireur-là a été abattu, mais que le centre-ville de Butler est sécurisé, que tous les points ont été neutralisés parce qu'un drone survole la région et que rien n'a été laissé au hasard. On le laisse faire ça. Il le refait aussi quand il embarque dans la voiture. Hein, il se lève et il lève le poing quand il embarque dans la voiture. On le laisse faire ce show et prendre ces photos historiques avec le drapeau américain. Ça a la même qualité que lors de l'alunissage, tu comprends? Quand ils plantent le drapeau sur la Lune, c'est ce genre de truc-là où quand on hisse le drapeau à Iwo Jima, c'est des photos historiques comme ça, et on le laisse faire ça parce qu'ils savent très bien que toute la situation, pas juste ce tireur-là, mais l'ensemble de la situation a été maîtrisée. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les services, qui sont services de l'État, veulent le retour de Donald Trump? Il est clair que l'appareil sécuritaire aux États-Unis est entièrement maîtrisé par les patriotes. Je peux le prouver 1000 fois. C'est-à-dire que nous sommes dans un programme de continuité de gouvernement, un programme de continuité de gouvernement où la présidence de Joe Biden n'est exerçable que sous tutelle militaire. Trump l'a répété, a donné des signes de ça à plusieurs reprises. À un moment donné, lors d'un de ses discours, il a pris son cahier de discours et il l'a montré comme ça. Il y avait le logo du président des États-Unis. Ça, c'est une utilisation, ça, il y a à peu près 6 mois. Ça, c'est une utilisation illégale du logo du président des États-Unis. Si on n'est pas président, si Trump n'était pas président ou il n'avait pas conservé cette fonction-là d'une certaine façon, on n'a pas les textes exacts, là, parce que les textes de la continuité de gouvernement sont dans ce qu'on appelle des PEDS, des Presidential Emergency Action Directorate, ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Et ça, ils ne sont pas accessibles. Donc, on ne sait pas exactement dans quelle capacité Trump est encore président, mais il est clair que Trump tire les ficelles. Trump est encore commander-in-chief. Ils ont fait beaucoup de clins d'œil à cet effet et ça a été... je donnerai à titre d'exemple le fait que Joe Biden a lui-même re-signé à 3 reprises les ordres exécutifs qui suspendent sa présidence, qui mettent sa présidence sous tutelle. Si Joe Biden avait été contrôlé par le clan Obama ou quelque chose comme ça, jamais il n'aurait signé ça. Jamais. Il re-signe, il reconduit à 3 reprises le programme de continuité de gouvernement, le programme sécuritaire de la présidence de Donald Trump. Et donc, donc c'est ça, c'est-à-dire que les nominations que fait Joe Biden, et c'est la raison aussi, les gens disent, tu sais, c'est la raison aussi pourquoi il n'y a pas eu les États-Unis sont toujours pas entrés en guerre en Ukraine, etc., et qu'il y a plein d'événements mondiaux aussi où ils exercent de la retenue. C'est comme si Joe Biden continuait un peu la politique de Donald Trump. Et en tout cas, c'est long, mais c'est-à-dire que quand on regarde en détail l'action de Joe, la plupart des actions de fond qu'il mène sont une continuation de la politique de Donald Trump. Et
que Donald Trump contrôle l'appareil sécuritaire aux États-Unis. Ça veut dire qu'en fait, il y a aujourd'hui en Amérique, il y a une grande concurrence entre l'État profond qui, lui, déteste Donald Trump et les services de sécurité qui, eux, sont des patriotes. On pourrait dire ça, mais je pense que l'État profond a été mis en échec. Je pense que la partie est déjà jouée pour l'État profond et que ce qu'on voit, ce sont des comment je pourrais dire, des tentatives désespérées. D'ailleurs, si l'État profond avait été sérieux à propos d'abattre le président, ils n'auraient pas envoyé comme un jeune de 20 ans, désœuvré comme ça. Vous comprenez? On aurait envoyé un professionnel. C'est-à-dire que quelqu'un se serait positionné, comme je l'ai expliqué, à 2 kilomètres sur un clocher, alors complètement invisible aux forces sur place, et aurait tiré une balle très précise. Il y a même des carabines automatiques. Ça existe, des calibres .50 qui sont complètement automatisés, robotisés, qui sont capables de mettre, je pense que d'ailleurs, ça existe sur le mur à la frontière avec Israël et Gaza. Donc, si on est capable de mettre une balle 50, un calibre 50 dans un melon à 2 kilomètres et demi. Et donc, si on avait réellement tenté d'abattre, si l'État profond avait réellement tenté d'abattre le président, on aurait mis un professionnel, pas un kidam sans expérience, un jeune désœuvré qui, par miracle, a réussi à contourner les services de sécurité, mais il n'a pas juste contourné les services de sécurité n'étaient absolument pas là, alors que Trump est encore une fois, l'homme le plus en danger sur la planète. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.